Tiens. Aujourd'hui, Utopia 56 lance sa campagne hivernale. C'est 3 maisons pour héberger des mineurs non accompagnés que l'on souhaite ouvrir grâce à vous. Les mineurs non accompagnés avec lesquels on travaille ont vu leur minorité refusée et maintenant ils sont dans un long process de recours auprès du juge des enfants. Ce processus peut durer entre 8 à 15 mois, pendant lesquels aucune solution d'hébergement ne leur sont proposées. C'est pour ça qu'avec d'autres associations, on essaye d'accompagner au mieux ces jeunes dans les villes de Calais, Grande-Synthe, Rennes, Tours, Lille, Toulouse et Paris. On a déjà 3 maisons qui sont financées et soutenues par Médecins sans frontières et ce sont les 3 autres qu'on cherche à ouvrir. Alors dans ces maisons-là, suivant les maisons, Médecins sans frontières va s'occuper du suivi juridique, psychologique et médical des jeunes et nous, Utopia, on va s'occuper de la vie quotidienne. Ça va être la logistique de la maison, les tâches du quotidien et aussi surtout créer plein d'activités autour d'eux qui est un réel projet pédagogique. Avec plein de bénévoles, de services civiques, de stagiaires et de salariés. Les 3 maisons que l'on souhaite ouvrir, donc c'est une à Paris pour les filles, uniquement pour les filles en début 2021, une à Tours qui ouvre début décembre pour les garçons et une qu'on a en projet de faire dans le nord de la France. Pour monter ce projet duquel on est super fiers, on a besoin de 60 000 €. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous aujourd'hui. Grâce à vous, on a déjà pu monter de nombreux projets. On sait qu'on peut compter sur vous et merci beaucoup. Vous avez entendu Fanny qui parlait d'une maison à Paris qui va être une maison spécifique pour les filles et on va vous en parler un petit peu plus loin parce que c'est le projet que les AEM ont décidé de soutenir. Mais en attendant, Yann, je voulais vous demander un petit peu si vous pouviez nous parler de ces enfants migrants, qui sont, enfin ces jeunes migrants, ces mineurs, qui ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent, combien il y en a en France, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, bien sûr, je vais parler de ça. Et sur la présentation, pour résumer le travail et tout ce que tu viens de présenter, Brigitte, il faut dire une chose importante, c'est que la présomption de minorité devrait primer à tous ces enfants et pendant le recours, ils devraient tous être mis à l'abri. Parce que la présomption devrait jouer, en fait. Et c'est là-dessus que nous, on travaille avec Médecins sans frontières, justement sur le fait que ce fait de droit n'est pas pris en compte. Maintenant, le nombre d'enfants qui arrivent en France, d'où ils viennent? On a des enfants qui viennent du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, d'Afghanistan, de Somalie, on peut dire qu'on a de Tunisie, d'Algérie, du Maroc. On sait que, entre guillemets, on les appelle les migrants économiques et climatiques. Oui, on sait aussi cette réalité-là. Nous, ce qu'on sait, c'est que ces enfants ou ces jeunes adultes, parce que c'est ça aussi qui est compliqué à identifier, c'est quel âge ils ont. Tout ce qu'on sait, c'est que ces gens se déclarent mineurs et la présomption de minorité devrait primer. Combien ils sont, c'est très très compliqué à savoir. On sait qu'un exilé sur 3 minimum est un enfant. Donc on peut imaginer que sur une population qui est estimée à 130 000 personnes à peu près sur 2020, on peut imaginer que voilà, il y a un tiers qui fait partie et qui sont des enfants. Pour vous donner quelques chiffres et pour vous rendre compte aussi de la réalité de ce que vivent ces enfants dans le cadre de cette évaluation, et je veux prendre un exemple très simple, c'est celui qui est à Paris, où une très grande partie des enfants qui arrivent en France, ils passent par Paris. Pourquoi? La Tour Eiffel, c'est aussi la fin d'un parcours. C'est beaucoup pour beaucoup d'entre eux des gens et des jeunes qui ont voyagé pour certains pour plus de 3 ans, qui sont partis pendant 3 ans. Cette aventure a été un vrai périple incroyable, avec beaucoup vous en entendez parler régulièrement, hein, de ce qui se passe en Libye, des traversées de la Méditerranée, toutes ces populations et la traversée du désert, même si on n'en fait pas beaucoup d'actualité, il y a une réalité aussi par là. C'est aussi cette réalité d'accueil et de ces frontières qui sont avant d'arriver chez nous, tous ces obstacles qui sont mis à l'empêchement de l'arrivée de ces populations. Et après, la réalité aussi que quand ils arrivent chez nous, ils imaginent que tout est fini, alors qu'en fait, rien n'est fini. Et ce qui est important dans tout ça, c'est surtout, bien sûr, d'imaginer que les choses s'organisent et que nous trouvions, nous, dans le cadre de ces partenariats que nous créons ensemble, la possibilité d'aller plus loin sur le droit des enfants. Et ça, voilà, c'est notre boulot. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Brigitte.
Oui, oui. Et pour illustrer un petit peu la diapo qu'on a présentée là, quelles sont vraiment les obligations de la France par rapport à tout ça? Et en réalité, comment ça se passe, quoi? Est-ce que tu peux nous l'illustrer un petit peu plus? Eh ben, la réalité, c'est que la présomption d'innocence devrait primer, en fait. Ça veut dire que ces enfants qui sont en recours, ben, en attendant qu'on puisse prouver vraiment que les papiers sont faux, que le test osseux n'a pas marché, que toutes les démarches administratives soient faites, eh ben, en attendant, on devrait les mettre à l'abri. Mais ce qui est D'accord, voilà, c'est ça. important, La France devrait les mettre à l'abri. Ça c'est veut la dire convention, quoi? Ça veut dire des foyers? Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire des foyers, ça veut dire un encadrement comme un autre enfant, en fait. On ne doit pas traiter les jeunes exilés comme des migrants, on doit les traiter comme des enfants. Et aujourd'hui, on les traite plutôt comme des migrants. Allô. Oui, ça y est, on t'entend. On t'entendait plus. Tu nous disais qu'on les traite plutôt comme des migrants que comme des enfants. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir imaginer que ces enfants, en fait, ils ont des droits, mais aujourd'hui, ils ont du mal à les faire valoir. Et notre travail avec MSF et en collaboration avec tous ceux qui nous aident, c'est justement de rendre visibles ces invisibles, d'imaginer qu'un enfant dans la rue n'a pas de futur, n'a pas d'avenir, et qu'aujourd'hui, quand on entend parler des jeunes migrants, c'est souvent dans la délinquance. Et nous, on dit une chose très simple, si vous laissez les enfants dans la rue, sans prise en charge, ben, il ne faut pas s'étonner de la réalité de ce qui va se passer. Et donc, c'est là que nous, on veut alerter pour dire à un moment donné, prenez-les en charge. Et ce que je voudrais pointer, c'est que qu'on soit un enfant ou pas un enfant, on ne devrait pas en France, dans notre pays, parce que le droit doit passer par un toit. Et aujourd'hui, en France, systématiquement, le droit sur le logement est bafoué. Et surtout pour une partie de ces populations, comme je le disais en démarrage, une personne exilée en France sur deux passe des mois et des mois à la rue avant de pouvoir imaginer accéder à un logement. D'accord. Ce qu'il faut préciser, enfin, ce qu'il faut bien mettre en lumière, c'est que dans la rue, les jeunes, il y a beaucoup d'insécurité. Ils sont à la merci des trafiquants, enfin, de tout genre de trafic. Hein. Pour les filles, c'est la prostitution, les réseaux. Et que, en plus, les difficultés qu'ils ont, c'est qu'ils ne parlent pas français. Donc, toutes les démarches administratives étant très complexes, s'ils n'ont pas besoin d'aide, ils ne s'en sortent pas. Et il y a quelqu'un qui nous pose une question et qui nous dit si les mineurs sont isolés, qui a l'autorité parentale? Ça existe, cette notion d'autorité parentale, quand ils sont sur le sol français? Non, il n'y a pas de notion de parentalité. Il y a normalement des personnes ad hoc qui devraient être administrées par l'État pour pouvoir suivre ces jeunes. Mais dans la réalité, comme ils ne sont pas reconnus mineurs et qu'en fait, ils n'ont accès à pratiquement aucun droit, avoir un administrateur ad hoc est impossible. D'où l'importance et l'intérêt des actions des associations qui vont permettre à ces enfants d'essayer d'avoir déjà une adresse, de lancer un recours, d'avoir une possibilité d'avoir accès aux soins et derrière, pour une toute petite partie d'entre eux, bah, de pouvoir accéder à des maisons, à un vrai suivi qu'on met en place, même si une partie des jeunes qui sont à la rue, nous les suivons aussi au niveau administratif, il est clair que quand on a un toit et une structure, on arrive à aller beaucoup plus loin.